Bonjour à tous et merci de l'attention que vous prenez pour cette présentation. L'objet de la présentation est l'évaluation radiologique de la réponse tumorale au traitement avec présentation du critère RECIST 1.1 et du critère IRECIST. L'objectif est soit de faire découvrir, soit de se rappeler ensemble des règles pour appliquer ces critères quand on est à l'interprétation, notamment de scanners en oncologie. Voici le plan. Nous allons d'abord voir pour qui les critères RECIST, ensuite comment, et c'est la grande partie de cette présentation, et puis les évolutions, et notamment l'évolution vers le critère IRECIST. Alors en introduction, quelques images très simples, où on peut voir sur l'image de gauche une masse pulmonaire et sur l'image de droite une diminution de taille de cette masse pulmonaire, que l'on va appeler habituellement réponse, et comme on voit encore une image, réponse partielle. Ici, une image scanner hépatique, où l'on peut voir non seulement une augmentation en taille de la lésion qui est mesurée, mais également l'apparition de nouvelles lésions hépatiques. Et c'est ce qui va s'appeler progression dans les critères. Donc un terme emphatique, mais qui correspond malheureusement à une augmentation de taille de la maladie. Et puis maintenant, trois images d'un nodule pulmonaire qui paraît stable dans le temps si on part de gauche et qu'on va vers la droite. Et ceci va s'appeler stabilité. Donc le concept de base est assez simple. Alors nous allons voir pour qui. Avec un exemple tiré de la littérature, une étude qui propose l'évaluation d'un médicament pour un type de cancer, ici le cancer du poumon. Les critères de jugement de cette étude sont d'une part la survie globale. Et la survie globale, c'est est-ce que la personne est vivante ou non. La survie globale est représentée ici par des courbes, avec une courbe bleue pour la cohorte de population traitée avec le nouveau médicament et la courbe verte pour une cohorte contrôle sans le nouveau médicament. Et la survie globale est exprimée en probabilité donc, de survie en ordonnée. Et en abscisse, on a le temps. On voit ici que la courbe bleue est au-dessus de la courbe verte, ce qui indique une probabilité de survie supérieure avec le nouveau médicament. Il n'y a a priori pas besoin de faire d'imagerie pour évaluer la survie globale. Toutefois, dans cette même étude, on voit que non seulement le critère de survie globale était utilisé, mais également le critère de taux de réponse et le critère de survie sans progression. Et ces deux critères sont étroitement associés à l'analyse d'images, au suivi des scanners, et on va voir qu'ils sont établis à partir du critère RECIST 1.1. Donc à la réponse pour qui, les critères sont particulièrement adaptés aux essais cliniques en cancérologie, et notamment en oncologie médicale. Ils vont permettre de qualifier la réponse, la progression de la même façon quand l'essai est multicentrique et de la même façon dans plusieurs types d'essais différents, ce qui va permettre de réaliser des méta-analyses. Nous avons abordé un petit peu le vocabulaire. Ce qui va être utilisé pour l'établissement des critères de jugement tels que le taux de réponse ou la survie sans progression, c'est la conclusion donc, du critère qui peut être, j'ai mis les acronymes anglais ici, progression, maladie stable, réponse partielle, réponse complète. Parfois, l'examen est non évaluable. Imaginons qu'une infection cache le nodule pulmonaire, par exemple, et bien peut-être qu'à cette date, l'examen est non évaluable et qu'il le sera à une date ultérieure, après traitement de l'infection. Voici quelques exemples de calcul des critères de jugement des essais cliniques. Il y en a d'autres, bien entendu. Pour faire le lien avec l'étude présentée aux diapositives précédentes, eh bien, le taux de réponse va correspondre à un temps donné aux patients dont la maladie présente une réponse au traitement, une réponse complète ou une réponse partielle. Donc, on va prendre les effectifs de patients avec une réponse complète ou une réponse partielle, les diviser par le total, et voici le taux de réponse. Alors, il y a d'autres critères, par exemple, bénéfices cliniques avec les réponses complètes, réponses partielles et maladie stable, divisées par le total.
Et puis la courbe de survie sans progression, qui visuellement va ressembler un peu à une courbe de survie globale, mais on voit qu'ici, ce n'est pas la probabilité de survie qui est en ordonnée, c'est la probabilité de survie sans présenter une progression. Donc cette courbe va descendre à chaque fois qu'il est rencontré un événement, une conclusion de progression tumorale sur l'analyse des scanners. On voit donc que l'analyse de l'imagerie et les conclusions du critère sont très importants car largement utilisés pour le calcul des critères de jugement des essais cliniques. Alors, j'ai beaucoup parlé de scanners et c'est vrai que dans la pratique, c'est beaucoup de scanners pour faire le critère RECIST 1.1, même s'il peut être appliqué à l'IRM et que vous avez pu voir qu'il y a aussi des critères pour la TEP. Alors, je reviens donc sur l'hypothèse fondatrice du critère RECIST 1.1, c'est la relation taille-réponse. Et maintenant, on va voir comment on pratique ce critère, et c'est donc la grande partie de cette présentation. Alors, le critère va être composé de lésions que nous avons mesurées, qui vont être les lésions cibles. Nous allons revoir comment on compose un échantillon de lésions cibles. Des autres lésions qui sont visibles sur l'examen et qui vont être les lésions non cibles. Et puis, lors des examens de suivi, la recherche de nouvelles lésions. Et c'est l'intégration de ce qui se passe sur les lésions cibles, les lésions non cibles et les nouvelles lésions qui va permettre de conclure, avec les différents modes de conclusion que nous avons déjà vus, progression, maladie stable, réponse partielle, réponse complète, cette conclusion qui va permettre de calculer les critères de jugement tels que taux de réponse ou survie sans progression dans les essais cliniques. Alors, dans le comment, il y a comment choisir ces lésions mesurées sur l'examen baseline, c'est-à-dire l'examen immédiatement avant l'initiation de la thérapeutique. Donc, ce qu'on appelle les lésions cibles. Il faut d'abord être convaincu que ces lésions sont tumorales. Si par exemple, comme sur l'image de gauche, on a l'impression d'avoir une sémiologie qui peut associer sur un nodule hépatique prise de contraste en mode discontinu périphérique avec remplissage centripète et homogénéisation tardive, eh bien, probablement qu'on pense que c'est un angiome et il ne s'agit pas de prendre ce nodule comme lésion cible. De même, si sur un nodule surrénalien, on pense qu'éventuellement il s'agit d'un adénome, eh bien, on ne va pas prendre cette lésion comme lésion cible, puisque ce n'est a priori pas une lésion du cancer qui est en train d'être évaluée. Alors, une fois qu'on est convaincu que les lésions sont des lésions tumorales, en rapport avec le cancer qui fait l'objet de l'essai thérapeutique, alors on va pouvoir sélectionner un échantillon de lésions cibles, celles que l'on mesure. Quelques exemples. L'image de gauche, l'image de droite. À chaque fois, la question implicite, c'est est-ce qu'on va choisir de mesurer nos lésions cibles sur l'image de gauche ou sur l'image de droite? Alors ici, je vous laisse réfléchir. Bien entendu, sur l'image de droite. Pourquoi? Parce qu'historiquement, au scanner, le critère avait prévu de mesurer dans un plan axial. Alors, ce qui est bien entendu très lié à la technique des scanners et maintenant l'évolution dans le temps permet d'avoir de très belles reconstructions dans les autres plans. On va dire que c'est un choix historique de mesurer en axial au scanner. Deuxième image, va-t-on prendre une cible sur l'image de gauche ou sur l'image de droite? Eh bien, plutôt sur l'image de gauche, on va la mesurer comme indiqué avec les petites flèches, parce que c'est un nodule pulmonaire à contour bien limité, donc que l'on voit bien. Sur l'image de droite, on voit probablement une lymphangite carcinomateuse avec des contours beaucoup plus difficiles à définir et donc une reproductibilité de la mesure entre deux opérateurs ou dans le temps qui peut être difficile. Donc, on prend des lésions bien visibles. Maintenant, va-t-on prendre sur l'image de gauche ou sur l'image de droite? Sur l'image de gauche, j'ai placé les flèches un petit peu à côté pour qu'on puisse continuer à voir le nodule. Et bien entendu, sur l'image de droite, puisqu'ici, le nodule fait plus de 10 mm et les lésions cibles doivent faire plus de 10 mm. Sur l'image de gauche, le nodule ne fait que 9 mm, il ne sera donc pas choisi.
d'une manière générale, on va essayer de prendre les nodules de plus grande taille. Vous voyez ici un exemple de ganglion. Alors, va-t-on mesurer le ganglion comme sur l'image de gauche où j'ai indiqué le grand axe avec une ligne pointillée et le petit axe qui est le plus grand perpendiculaire au grand axe avec une flèche, ou comme sur l'image de droite en mesurant directement le grand axe? Eh bien, c'est l'image de gauche et le petit axe. Donc, pour les lésions cibles, on mesure le plus grand axe dans le plan axial, mais quand il s'agit de ganglions, le petit axe, c'est-à-dire le plus grand perpendiculaire au grand axe. Pourquoi? Parce qu'on estime que les ganglions peuvent diminuer plus facilement de petit axe, en devenant moins joufflus que de grand axe. Et donc, l'évaluation de la réponse sera plus intéressante de cette façon. Maintenant, va-t-on prendre, pour ces deux ganglions mesurés dans le petit axe, celui de gauche ou celui de droite? Eh bien, nous allons prendre celui de gauche. Alors, d'une part, parce qu'on essaye de prendre les lésions les plus grandes possibles, ce qui évite d'introduire au maximum une erreur avec la souris et les calipers. Ensuite, parce que la taille pour un ganglion est 15 mm de petit axe. Donc, 10 mm de grand axe pour les lésions cibles en général, mais pour les ganglions, le petit axe est qui doit faire plus de 15 mm. Ici, des lésions osseuses. Va-t-on prendre la lésion osseuse de droite ou la lésion osseuse de gauche? Eh bien, on va prendre la lésion osseuse de droite. La lésion osseuse de gauche est considérée comme lésion non cible parce qu'il est difficile d'avoir une évaluation de la modification de taille d'une lésion courdossante ou même d'une lésion lytique intraosseuse. Le critère a été fait pour mesurer des masses tumorales de tissu mou qui changent de taille dans le temps. Et donc, l'image de droite, bien que ce soit une lésion osseuse, peut être prise parce qu'il y a une masse importante autour de l'os. Maintenant, est-ce la bonne affirmation à droite ou la bonne affirmation à gauche pour le nombre de lésions cibles, donc celles que l'on mesure à choisir? Eh bien, c'est celle de droite, maximum 5 cibles et maximum 2 cibles par organe. Alors, maintenant que nous sommes convaincus de mesurer des lésions tumorales en rapport avec le traitement, que nous avons sélectionné un échantillon de cibles, eh bien, nous allons rapporter les autres lésions. Qu'elles soient surnuméraires, ici sur la première image, un grand nombre de nodules hépatiques, donc si on en mesure 2 par organe, eh bien, nous avons d'autres nodules hépatiques à regarder, même si éventuellement ils étaient éligibles au rang de cible par leur taille et leur contour, on ne les ajoute pas aux mesures. Les lésions osseuses non cibles vont être regardées et suivies. Et puis, toute autre lésion, des épanchements ou ici une lymphangite carcinomateuse vont être également suivies. Enfin, et pour finir, on se rappelle qu'il faut regarder l'ensemble de l'examen. Ici, un exemple d'embolie pulmonaire. Les patients suivis pour cancer peuvent faire des complications liées à la maladie, liées au traitement. Et il s'agit bien entendu de regarder l'ensemble de l'examen. Alors, je résume pour le critère RECIST. 1, être convaincu que les lésions sont tumorales. 2, nous avons vu les règles mesurées dans le plan axial. 10 mm de grand axe. Pour les ganglions, 15 mm de petit axe. Maximum 5 lésions, maximum 2 par organe. On va suivre la somme des lésions mesurées. Et puis, quelques recommandations pour l'os. On peut s'aider de la TEP-FDG pour choisir des cibles dans des zones qui ont déjà été traitées, où il y a une récidive, mais où la différence entre récidive et cicatrice peut être difficile à effectuer. Et puis 3, on rapporte donc les autres lésions cibles. Dans le comment, nous avons maintenant à revoir comment évaluer, c'est-à-dire au time point suivant, comment nous allons évaluer. Alors d'abord, nous allons évaluer les cibles. Et pour ça, je vous ai mis un petit peu le thermomètre qui donne la température au niveau de la somme des mesures des lésions cibles. Si celle-ci augmente de plus 20% et au moins 5 mm, ça c'est pour le cas où nous n'aurions qu'une seule cible de 10 mm, une cible de 10 mm qui passe de 10 à 12 ou 13 mm, c'est très peu d'évolution par rapport à la taille du corps humain. Donc, on exige au moins 5 mm. Très rapidement, quand la somme des mesures est un peu plus grande,
cette contrainte supplémentaire n'est pas utile puisque les plus 20% correspondent en général à une augmentation de plus que 5 mm. Si la somme diminue de plus de 30%, alors on va être en réponse partielle. Si la somme diminue de 100%, ou si la somme est non nulle, mais que les mesures, la somme résiduelle est liée uniquement à la mensuration de ganglions normaux, alors on peut aussi qualifier la réponse de complète, donc pour ces deux situations. Je montre quelques exemples avec la somme représentée sous forme d'une barre dont la hauteur correspondrait à sa valeur, le baseline suivi d'un examen d'évaluation. Dans l'exemple 1, la somme diminue de plus de 30%, réponse partielle. Dans l'exemple 2, la somme augmente de plus de 20%, progression. Dans l'exemple 3, la somme reste entre moins 30 et plus 20, alors maladie stable. Et puis, dans l'exemple 4, c'est l'exemple le plus important, on voit que nous avons une diminution de la somme, puis une augmentation de la somme. Donc, l'information principale ici est de ne pas se tromper, de ne pas interpréter donc, la quatrième barre en fonction du baseline, où nous pourrions avoir l'impression que la maladie reste stable. En fait, la maladie est en progression parce que par rapport à la période de meilleure réponse, appelée nadir, il y a une augmentation de plus 20% et d'au moins 5 mm de la somme. Donc la notion de nadir, très importante dans le suivi. Une fois que nous avons évalué les cibles, c'est le point 1, et bien le point 2, évaluation des lésions non cibles. On perd la subtilité entre stable et réponse partielle sur les lésions non cibles puisque nous ne les avons pas mesurées. Elles peuvent être soit en progression, soit en non-progression, non-réponse complète, soit en réponse complète, éventuellement non évaluable. Alors, comment va-t-on juger de la progression? Eh bien, si ce sont des cibles surnuméraires, on peut écrire sur un coin de feuille les mensurations, et si l'ensemble, d'une façon très majoritaire, l'ensemble des mesures apporte une augmentation de plus de 20%, eh bien c'est une progression. Mais ça ne fait pas partie de ce qui est relevé dans le compte-rendu, seul l'échantillon est mesuré. Par ailleurs, une augmentation sur une sphère de 20% en diamètre correspond à une augmentation en volume de l'ordre d'un peu plus de 70%. Donc, si on a l'impression que les lésions non cibles ont doublé de volume, eh bien, c'est probablement une progression à déclarer à ce niveau. Et puis, la recherche de nouvelles lésions. Ici, c'est facile, c'est soit oui, soit non. Toutefois, on peut avoir un doute. Imaginons qu'un micronodule apparaisse ou une petite anomalie qu'on suspecte pour voir être une nouvelle lésion, mais qui est encore très incertaine à la date de visualisation du scanner. Eh bien, on peut déclarer une lésion douteuse sans changer la conclusion de l'examen, c'est-à-dire que la conclusion de l'examen sera faite avec absence de nouvelles lésions, mais déclaration d'une lésion douteuse. Et à l'examen suivant, on regardera si on confirme cette lésion douteuse, est-ce qu'elle a grossi, est-ce qu'elle apparaît vraiment comme une nouvelle lésion. Et dans ce cas-là, l'examen suivant sera, lui, classé en progression et charge au méthodologiste analysant l'étude de revenir sur la date où nous avions déclaré, par exemple, une stabilité, mais avec apparition d'une lésion douteuse, pour pouvoir faire l'analyse de l'étude et déclarer une progression. Donc, ça n'est pas quelque chose qui se fait a posteriori. Enfin, formuler la réponse globale. Alors, je dirais de façon très brève, c'est la règle du plus mauvais qui l'emporte. C'est-à-dire que la réponse globale, ça va être soit progression, soit maladie stable, soit réponse partielle, soit réponse complète. Eh bien, d'une manière générale, si les cibles sont en progression mais que tout le reste va bien, ça va être une progression. Si les cibles et lésions non cibles vont bien, sont par exemple stables, mais qu'il y a des nouvelles lésions, ça va être une progression. Donc tout ça est très logique. Voici résumé dans les tableaux de l'article présentant le critère réciste 1.1. Le tableau de gauche avec des lésions cibles, des lésions non cibles. Et on peut regarder par exemple la première ligne. Si on est en réponse complète,
sur les lésions cibles en réponse complète sur les lésions non cibles et qu'il n'y a pas de nouvelles lésions, alors l'overall response, c'est-à-dire la réponse globale de l'examen, sa conclusion, celle qui va être utilisée pour les calculs du taux de réponse ou de la survie sans progression dans le cadre de l'étude, eh bien, ça va être réponse complète ici. Et etc. Et donc, les lignes s'enchaînent de façon très, très logique. Si on arrive, par exemple, à la dernière ligne, quoi qu'il se passe sur les lésions cibles, quoi qu'il se passe sur les lésions non cibles, si on a des nouvelles lésions, alors c'est une progression. Le tableau de droite permet de montrer ce qui se passe quand nous n'avons que des lésions non cibles. Imaginons que la maladie ne présente que des nodules qui aient une taille inférieure aux tailles requises pour être éligible au rang de cible, ou uniquement des lésions osseuses condensantes. Et bien dans ce cas-là, l'examen est sans lésion cible et les évaluations vont se faire de la façon suivante dans le tableau droit. Et ce qui est le plus important à remarquer, c'est qu'on ne peut pas avoir la subtilité entre maladie stable et réponse partielle. L'examen va être soit en réponse complète, soit en non-réponse complète, non-progression, soit en progression. Ce qui ne pose pas de problème a priori pour calculer une survie sans progression, mais qui peut poser un problème pour calculer le taux de réponse, puisque pour le taux de réponse, on a besoin d'avoir les effectifs en réponse partielle et en réponse complète. C'est pourquoi un certain nombre d'essais requièrent, pour l'inclusion, d'avoir une maladie mesurable, c'est-à-dire avec au moins une lésion visible, une lésion cible visible. Alors, dans le comment, il y a comment appréhender certaines petites difficultés, notamment pour les maladies tumorales qui ne sont pas des masses ou des nodules bien ronds. Voici ici un exemple de tumeur oropharyngée qui suit, vous voyez, les contours, on la voit sur la base de langue, sur l'épiglotte. Et donc là, on peut être amené à s'interroger la façon de la mesurer. J'ai mis un petit point d'interrogation d'ailleurs parce que est-ce que c'est très logique de passer par de l'air pour mesurer l'ensemble de la maladie? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de la mesurer en mesurant son épaisseur le long du muqueuse? C'est très difficile, donc probablement qu'ici c'est la ligne rouge qui serait choisie pour la mesure. Pour l'évaluation des nodules pulmonaires, si ceux-ci présentent une excavation sur l'examen de suivi, donc les images de droite sur la diapositive, eh bien, nous sommes censés mesurer le grand axe du nodule, même si nous avons l'impression qu'il a perdu de la substance en son centre, et ce qui est possiblement une bonne nouvelle, mais le critère ne permet pas ici de réduire la taille du nodule. Et puis, il y a quelques essais, notamment, qui comportent de la radiothérapie, qui vont être un peu difficiles à appréhender, comme celui-ci. Vous voyez des adénopathies, puis des adénopathies après chimiothérapie, puis des adénopathies après radiothérapie. Il est très probable, et c'est le cas ici, que le patient soit guéri avec des ganglions qui n'ont pas retrouvé un aspect normal, mais qui sont indemnes de tumeur. Et ça peut être très difficile à l'imagerie de savoir s'il y a un reliquat tumoral ou non. Cela peut rendre le critère RECIST un peu difficile avec un critère RECIST qui pourrait conduire à une réponse partielle alors que l'objectif du traitement était la réponse complète qui est effective mais qui est difficile à mettre en évidence, et une réponse partielle correspondrait à un échec du traitement. Alors charge aux personnes qui designent l'essai et qui rédigent l'essai en amont de solutionner cette problématique. Alors le critère est si les ganglions font moins de 10 mm de petit axe, alors ils peuvent être qualifiés comme en réponse complète. Je rappelle, en dessous de 10 mm, les ganglions peuvent être classés normaux, 10 mm de petit axe. Entre 10 et 15, ils peuvent être classés lésions non cibles. Et au-dessus de 15 mm de petit axe, ils sont éligibles au rang de cible. Et s'ils sont très nombreux à avoir plus de 15 mm de petit axe, on aura des ganglions surnuméraires, lésions non cibles, en plus des lésions cibles. Donc si tous les ganglions font moins de 10 mm de petit axe, alors ça peut solutionner notre problème au niveau du critère RECIST 1.1 et on peut qualifier la réponse complète qui est présente ici.
Si par contre, ils ne font pas moins de 10 mm, compte tenu de leur aspect, on peut avoir une difficulté avec le critère RECIST. Donc, charge aux personnes qui ont réalisé le design de l'essai de prévoir cette situation et de pouvoir demander un examen, par exemple TEP-FDG, ou une confirmation histologique afin de faire la différence entre reliquat tumoral et une réponse complète au traitement. Dans le comment, il y a comment s'organiser en pratique. Donc, si on souhaite réaliser des critères RECIST, je dirais de façon aéronautique, eh bien, le compte-rendu qui présente donc habituellement indications techniques, résultats ou observations et conclusions ou interprétations doit se trouver amplifié du nom de l'essai, du critère de jugement de l'essai, de la date de l'examen baseline. Il doit pouvoir notifier les lésions cibles de façon assez précise, de manière à ce qu'on puisse les revoir et les retrouver et voir l'évolution sur les examens suivants, qualifier les lésions non cibles, rechercher les nouvelles lésions, et bien entendu, conclure avec ce qui s'appelle l'overall response, c'est-à-dire la réponse globale, celle qui va être utilisée pour établir les critères de jugement des essais cliniques. Toutes ces indications en rouge seront demandées s'il y a un audit de l'essai dans le centre, de manière à être certain que les examens sont faits correctement. Alors, donc on va pouvoir s'aider soit de façon informatique, soit sur des feuilles papier pour réaliser des comptes rendus structurés dans ce sens. On peut aussi s'aider de logiciels dédiés. Deux exemples ici de logiciels dont je ne mentionne pas les marques, mais qui aident à réaliser les critères. Ils aident d'abord en tant que garde-fou, c'est-à-dire que si on prend une lésion cible de moins de 10 mm, il va nous le dire, ça ne peut pas être une cible. D'autre part, en général, ils aident à retrouver sur les examens de suivi, ils font un réalignement de l'examen qui nous approche de la lésion cible, charge à nous de bien vérifier son grand axe, éventuellement de changer un peu de niveau de coupe si on n'est pas sur le grand axe, de l'orienter correctement avec notre mesure. Hein, le grand axe peut avoir une orientation un peu différente avant et après, l'essentiel étant d'être certain d'être sur la même lésion et de la mesurer par son grand axe. Donc le logiciel va nous aider pour tout ça, il va nous aider aussi pour faire les calculs. Donc on n'a pas besoin de sortir sa calculatrice pour calculer le pourcentage d'évolution. Et puis éventuellement pour faire un rapport structuré, soit exporté sous format PDF, soit discuter avec les data managers pour éventuellement un export automatique d'un certain nombre de choses. Donc voilà un exemple de logiciel. Sur la partie de gauche, on voit que sont mentionnées les lésions cibles, les lésions non cibles. Sur la partie de droite, on voit qu'il y a deux dates qui sont comparées avec des mesures. Et tout à droite, on voit qu'on peut choisir les différentes séries. Pareil pour ce deuxième exemple de logiciel, ça se passe de la même façon. Vous voyez qu'il y a des cibles qui sont représentées avec des petites icônes à gauche, et puis les mesures avec deux examens qui sont alignés l'un et l'autre, et sur lesquels on va rechercher donc nos différentes mesures, qualifier la réponse sur les cibles, sur les lésions non cibles, rechercher de nouvelles lésions. Voilà, donc pour le comment du critère RECIST à un point, on a bien vu. Maintenant, l'évolution. Alors, il y a plusieurs évolutions qui ont déjà eu lieu au niveau du critère, parce que finalement, quand on le regarde, on voit bien qu'il n'est pas adapté à toutes les situations. Par exemple, bon, déjà, il vient de critères antérieurs, qui était le critère RECIST tout court, et puis il existe aussi le critère OMS qui prend deux dimensions, ou le critère Chason, qui sont particulièrement adaptés pour l'hématologie. Pour le mésothéliome, première image, il y a un critère adapté qui mesure l'épaisseur de la plèvre en plusieurs points. Pour la neuro-oncologie, il y a un critère qui tient compte de différentes pondérations de l'IRM qui s'appelle le critère RANO. Pour un certain nombre de situations cliniques, des critères ont été décrits et publiés dans la littérature, mais qui en général correspondaient à un type de maladie et un type de traitement. Par exemple, le critère CHOI pour les gystes traités par un certain type de médicaments, dont la taille ne se modifiait pas tellement dans le temps, mais par contre, l'aspect intérieur, vous pouvez voir sur la troisième image, hein, le caractère beaucoup plus hypodense dans le suivi, l'aspect intérieur se modifiait qui correspondait à une bonne réponse. Donc le critère RECIST avait du mal à mettre en évidence cette bonne réponse. Le critère CHOI tient compte également de la densité dans la lésion.
Et puis, j'ai mis ici un exemple clinique parlant, l'immunothérapie. Avec la problématique, vous voyez qu'ici, sur la deuxième image, on voit bien que les lésions sont plus importantes. Il y a même une petite tache rouge qui est apparue en bas à droite qui n'était pas présente, suivie d'une excellente réponse au traitement. Donc en immunothérapie, mais dans un nombre de cas limité, peut-être, alors ça va dépendre du type d'immunothérapie, du type de maladie, du type de combinaison d'immunothérapie. Je dirais à la louche entre 8 et 15% des cas, une possibilité d'impression de progression avant une bonne réponse. Et donc tout le sujet a été de ne pas qualifier cette impression de progression en progression tout de suite, mais d'avoir une petite tolérance, le temps de voir ce qui se passe derrière. En sachant que la plupart des patients vont avoir des réponses, je dirais, conventionnelles, avec soit de la réponse partielle ou totale, soit de la progression, soit de la stabilité. Mais il y a cette subtilité de la petite progression transitoire. Et donc, plusieurs critères se sont succédés dans le temps. Vous voyez ici, ils sont mentionnés IRRC, IRRECIST, IRECIST. Et donc, l'objet principal de ces critères, c'est de gérer la faillite fondamentale du critère RECIST 1.1, c'est-à-dire que l'hypothèse fondatrice relation taille-réponse au traitement disparaît dans ces quelques cas de pseudo-progression, et c'est un réel problème pour le critère RECIST 1.1. Alors, on se retrouve dans une situation un peu difficile avec les traitements par immunothérapie où ça va peut-être augmenter, mais ça va se suivre d'une descente et ça peut même augmenter plusieurs fois et descendre plusieurs fois. Donc, une situation un petit peu complexe qui est apparue avec l'immunothérapie et qui nous laisse encore des surprises actuellement. Alors, pour les critères, on voit que notamment les auteurs marqués ici ont participé à plusieurs critères et donc on est dans l'évolution du critère. Les critères ne s'opposent pas, c'est plutôt une évolution historique et en théorie, actuellement, nous devrions être sur un essai que nous designerons avec une immunothérapie actuellement, sur un critère RECIST 1.1 associé à un critère IRECIST, donc qui date de 2017. Donc, nous l'avons vu, l'objet du critère IRECIST, c'est de pouvoir voir ce qui se passe au-delà d'un aspect de première progression. En théorie, le critère RECIST 1.1 n'a pas de solution après la première progression. Alors, voilà comment ça va se passer. Pour le critère IRECIST, tout ce qui est choix des cibles, c'est comme du RECIST 1.1. Pour tout ce qui va être réponse partielle, réponse complète, maladie stable, on est dans la même situation qu'avec le critère RECIST 1.1. Ce qui va changer, c'est l'appréciation de la progression. Avec le critère RECIST 1.1, la progression est a priori définitive et il n'y a pas d'autres possibilités. Avec le critère IRECIST, la première observation d'une progression est appelée IUPD, c'est-à-dire le petit i pour immune, qui est un préfixe à toutes les réponses données en IRECIST, U pour unconfirmed et PD pour progressive disease, c'est IUPD. Elle doit être confirmée. Donc, le groupe de travail qui a proposé les critères aux personnes qui designent des essais en oncologie a proposé de réaliser un examen de suivi 4 à 8 semaines après. Charge à ceux qui réalisent le design de définir précisément les dates. Et donc ici, j'ai mis la IUPD vous voyez, en grisé, soit à la suite cela va être confirmé. Et en gros, la règle de confirmation, c'est si ça augmente un tout petit peu plus. Et de façon très technique, c'est ce qui est marqué à côté de l'accolade. Il s'agit donc de l'avoir près de soi au moment où on fait l'examen pour s'en souvenir. C'est soit une augmentation de la somme de plus de 5 mm en plus par rapport à la date du IUPD, soit une nouvelle progression des lésions non cibles, soit une nouvelle augmentation en nombre des nouvelles lésions, soit une augmentation en taille des nouvelles lésions. Et on peut même instrumentaliser en ayant choisi au IUPD un certain nombre de nouvelles lésions mesurables. Attention qu'on ne mélange surtout pas avec nos lésions cibles suivies, mais on fait un deuxième jeu si
la première progression, c'est-à-dire la IUPD, était liée à l'apparition de nouvelles lésions et que celles-ci étaient, de par leur taille de plus de 10 mm par exemple, éligibles à la mesure, eh bien, on peut se créer un nouveau set d'images de nouvelles lésions au nombre de maximum 5 pour pouvoir les suivre, hein, pour se faciliter le suivi et pour pouvoir repérer si elles augmentent, si leur somme augmente de plus de 5 mm dans la suite. Donc voilà à côté de l'accolade toutes les façons qui vont permettre de confirmer la progression au time point qui suit la première IUPD. Mais si cette confirmation de progression n'apparaît pas, en gros la maladie avait certes progressé mais ne bouge plus, eh bien on reste en IUPD. Voire, si la maladie diminue de taille, eh bien on peut se retrouver dans une situation de high SD, IPR ou ICR. Et c'est ce que permet le critère IRECIST, donc c'est éventuellement donc d'avoir toléré une fois la progression et de revenir vers une réponse comme sur les photographies que je vous ai montrées. Alors par ailleurs, la rédaction de l'article pour ce critère IRECIST donne un certain nombre de conseils aux personnes qui vont réaliser les essais thérapeutiques en disant que si on est en situation de IUPD, pour savoir si on continue ou pas le médicament, eh bien, il faut voir l'état clinique du patient, ce qui est une évidence, que si on peut décider de continuer le traitement, eh bien, on continue à faire de l'évaluation en imagerie. Et ils disent même que si on décide d'arrêter le traitement, ça peut être intéressant de continuer à faire de l'évaluation en imagerie parce qu'on est dans une situation où on est un petit peu en découverte avec les immunothérapies. Alors voici ici un exemple avec les images en haut et en bas, un petit tableau qui reprend les cibles TL, les lésions non cibles NTL et les nouvelles lésions NL avec leurs différents statuts possibles. Eh bien, à la première évaluation, ce qu'on peut voir ici, donc l'examen est volontairement résumé, réducteur à une image où nous aurions deux lésions cibles mesurées qui sont ici des adénopathies cervicales. Eh bien, on voit sur le time point 1, c'est-à-dire la première évaluation après le baseline, qui est une augmentation de taille de l'adénopathie cervicale, qui contribue à déclarer les lésions cibles en progression, alors que les autres lésions de l'examen ne bougent pas et qu'il n'y a pas de nouvelles lésions. Et donc, au time point suivant, on va voir ce qui se passe. Donc, pour le critère RECIST, 1.1, première ligne en bas, l'overall response et progression. Et le critère n'a pas été conçu pour envisager une suite. En théorie, on devrait changer de traitement. Pour le critère IRECIST, ça va être IUPD. Et on peut voir ici sur le time point 2 et le time point 3 que le ganglion a diminué de taille pour revenir à une somme finalement qui est compatible avec une maladie stable. Et donc là, le critère IRECIST va pouvoir permettre de conclure à ISD, maladie stable. Alors ce critère IRECIST, donc, il est particulièrement adapté, il a été fait spécifiquement pour les essais du médicament comportant une immunothérapie. Nous avions vu sur les examens suivis qu'il faut toujours prêter attention à ce qui se passe sur l'examen pour les complications de la maladie et les complications des traitements. Eh bien, pour l'immunothérapie, on va voir à l'occasion sur l'imagerie des pathologies qui ont été mises en rapport avec le fait d'avoir une immunothérapie, comme des pneumopathies organisées, des entérocolites, des ténosynovites. Ici, un exemple d'hypophysite avec restitution d'une taille normale de l'hypophyse après corticoïdes. On peut avoir des thyroïdites, etc. Donc des médicaments qui apportent aussi eh bien des effets secondaires, hein, à ne pas confondre avec de la tumeur. J'en arrive à la conclusion. Donc nous avons vu le pour qui. C'est principalement pour la réalisation d'essais thérapeutiques en oncologie que ces critères doivent être appliqués de façon aéronautique avec des comptes rendus structurés, dédiés. Nous avons vu comment les réaliser, puis nous avons vu donc les petites difficultés que ça peut poser, l'évolution notamment avec le critère IRECIST. Donc tous ces essais cliniques requièrent des consignes pour l'évaluation de la réponse tumorale au traitement. Ça va permettre de faire du multicentrique, ça va permettre de faire des méta-analyses.
Le critère RECIST 1.1, c'est vraiment le critère le plus appliqué et beaucoup de scanners en essais thérapeutiques vont être analysés avec ce critère RECIST 1.1. L'immunothérapie a apporté un nouveau type de réponse dans un faible nombre de cas avec cette pseudo-progression qui a nécessité de faire évoluer le critère. Et c'est actuellement, donc depuis 2017, le critère IRECIST qui est la norme pour les essais thérapeutiques, qui comportent une immunothérapie, bien entendu. Ils peuvent comporter le critère RECIST 1.1 ou le critère RECIST 1.1 et le critère IRECIST, ça dépendra du design de l'essai. Voilà, je vous remercie pour votre attention.